Bienvenue à Parle Jase en ce mercredi 15 octobre. Aujourd'hui, avec moi à l'émission, Roger Doiron, qui est là pour le mercredi. Bonjour, Roger. Ben bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Et on a Paris Sudite qui est de retour cette semaine. Bonjour, Paris. Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Heureux de vous recevoir, vous deux, aujourd'hui. Une émission qui risque d'être chargée autant en émotions qu'en sujet. Notamment, on va parler du programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET au Canada. Il y en a des nouveaux arrivants qui bénéficient de ce programme, mais bénéficier peut être un mot mal employé parce que par moment, il y a eu de l'exploitation, de l'abus dans ces histoires et il y a de plus en plus d'appels politiques à annuler ou à restreindre ce programme. On y reviendra. On a d'autres sujets pour vous qui couvrent l'actualité et je vous appelle à participer à l'émission par téléphone au 506-532-0133. Les lignes sont ouvertes dès maintenant, dès le début de l'émission. Et par courriel, écrivez-nous à cjse@cjse.ca. C'est parti pour Parle Jase en ce mercredi. Bon milieu de semaine. On a Roger Doiron et Paris Sudite avec nous aujourd'hui. Paris, semaine dernière, tu étais invité ici sur un panel et on a parlé de l'organisme guerrier Ours Blanc. Oui, on avait parlé du mois du traité de paix et d'amitié. Exact. On est sur le territoire non cédé du peuple Mi'kmaq. Et le mois d'octobre est le mois de l'histoire du peuple Mi'kmaq, la Première Nation Mi'kmaq. Et aussi, c'est aussi le mois qu'on commémore le traité de paix et d'amitié. Et on va organiser un événement ici à Shediac, au centre multifonctionnel, pour fermer le mois du traité de paix et d'amitié. Intéressant. Fait que ceux et celles qui veulent vraiment, du fond du cœur, renouer les liens d'amitié et d'apprendre un peu sur l'histoire de la Première Nation Mi'kmaq. Shediac, c'est un mot Mi'kmaq et on est sur leur territoire. On va faire un dîner et c'est en fait une levée de fonds pour le rêve de l'aînée Mi'kmaq, Lorraine Claire, de développer une école mobile pour que il et elle puissent venir nous enseigner. Fait que, comme on disait, le slogan, maintenant, c'est « Jamais à propos de nous, sans nous. Invitez-nous, on va venir jaser avec vous. » Ça fait que venez prendre un dîner. On va faire comme qu'on a fait à Dieppe pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Lorraine va nous faire du Lusginigan. Lusginigan, c'est du pain Mi'kmaq. Qu'est-ce que c'est? OK. Et avec une sauce aux bleuets, parce que les bleuets, c'est endémique de la région. Et malgré qu'on a eu une mauvaise récolte. Oui, incroyable cette année. Mais ils en ont quand même récolté. Et voilà. Et ça fait que ça va être notre dessert. Puis pour faire un genre d'échange culturel, d'amitié, en guise de réconciliation, on va faire du fricot. Du fricot au poulet pour dîner. Fait que du fricot, puis du Lusginigan, puis de la sauce au bleuet. Jeudi, le 30, sur l'heure du midi, au centre multifonctionnel de Shediac. Venez en grand nombre. Mettez ça à l'horaire, donc, pour clôturer le mois avec ce traité d'amitié et de paix avec les peuples autochtones. Merci beaucoup, Paris. Et un dossier qu'on va traiter aujourd'hui, ça m'a beaucoup bouleversé. Je savais que ça existe depuis longtemps, mais quand on parle du programme des travailleurs étrangers temporaires, Paris, tu pourrais nous expliquer un peu, c'est un peu ce qu'on dit de visa fermé. Hein? Lorsqu'on dit que quelqu'un arrive d'un autre pays et qu'il y a un visa fermé, explique-nous un peu c'est quoi, mais je sais qu'il est comme pris, il peut pas changer d'employeur, il peut pas changer d'endroit et il peut se faire retourner à son pays s'il arrive quelque chose avec son emploi. Alors, c'est assez difficile comme situation pour ceux qui bénéficient de ce programme. Effectivement, c'est que les migrants arrivent au Canada avec un permis, une licence qui les lie avec un employeur. C'est-à-dire qu'ils sont embauchés et pour obtenir le visa de travail, ils doivent démontrer qu'ils ont un emploi. L'employeur démontrer qu'il y a un besoin et que ces employés-là rencontrent les exigences du poste qu'ils ont besoin. Et ils ne peuvent, ils et elles, lorsqu'ils sont embauchés sur un visa de travail fermé, c'est ce qu'on appelle, ils ne peuvent pas changer d'employeur. Ils sont pris à travailler pour cet employeur-là.
Et s'ils décident qu'ils ne veulent plus travailler là ou ils se plaignent de quoi que ce soit, l'employeur peut carrément briser la relation de travail et l'employé migrant doit retourner dans son pays. Donc, c'est une situation qui a donné lieu à différents cas d'abus. Oui. D'abus de position de pouvoir et puis... Amnesty International et les Nations Unies, la Commission des droits de l'homme, ont étudié le dossier au Canada et ils ont publié des rapports accablants sur des violations des droits humains subies par les travailleurs migrants au Canada. Et ils appellent soit à l'abolition des permis de travail fermés, c'est-à-dire ne plus jamais lier un immigrant qui vient travailler ici à un seul employeur, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des permis de travail qui nous permettent de changer d'employeur et des conditions de travail qui sont légiférées et avec des obligations, des standards pour que l'exploitation ne se produise pas. Et aussi remplacer, c'est ça, ils disent qu'on doit remplacer avec des permis ouverts. Mm-hmm. Et ils ont fait une série de recommandations sur ce sujet-là, parce que ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une dépendance à l'employeur qui créait de l'exploitation et un non-respect des contrats de travail. Et un accès limité à la résidence permanente. Imaginez, si un employeur réussit à garder ses employés au salaire minimum, avec des conditions de travail qui sont avantageuses pour l'employeur, naturellement, il va essayer de les garder là. C'est une forme d'esclavage contemporaine. C'est ce que les Nations Unies ont dit. Rien de moins. Oui. Ça fait qu'on a-tu des exemples? Parce que moi, j'ai des amis qui se tiennent avec les Jamaïcains, qui travaillent dans les chapeaux à poissons, et les Philippinas aussi, qui travaillent dans les chapeaux à poissons le long de la côte, nord-est et sud-est. Nous, chez nous, à Saint-Quentin, dans le nord-ouest, c'est l'industrie forestière et on a une population vieillissante. Ça fait que les moulins ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Ça fait qu'on accueille de plus en plus d'immigrants de la région qui ont le même écosystème. Donc, la Russie, ils sont à peu près au même niveau sur la planète Terre et ils ont le genre d'écosystème forestier qui fait qu'ils ont, naturellement, ils sont qualifiés dans cette industrie-là. L'autre industrie qui est très, très, très populaire pour ce genre de permis fermé, visa de travail fermé, l'agriculture. On a plusieurs personnes qui viennent des pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale qui travaillent sur les fermes. À Memramcook, par exemple. Et ça, je me demande, y a-t-il des gens qui ont observé des choses et qui trouvent que c'est inéquitable? Moi, j'ai des exemples, là, mais j'aimerais savoir de vous autres. Bien, c'est sûr auditeurs. Que le numéro, les lignes sont ouvertes. Oui. Si vous connaissez, vous voulez poser des questions ou contribuer à ce sujet, c'est le 506-532-0133. Je le rappelle, 532-0133 pour nous rejoindre. Est-ce que tu as des chiffres, Paris, du nombre de permis comme ça ou du programme des travailleurs étrangers temporaires qu'il y aurait dans la région? Au sud-est? Bien sûr, oui. J'arrive toujours un peu préparée parce que c'est important de faire une approche que les gens puissent comprendre c'est quoi le problème. Sur le terroir, à quoi est-ce que ça ressemble? Ici, au Nouveau-Brunswick, le nombre total de titulaires de permis de travail a fortement augmenté. Hein? On est passé de 4 590 en 2019 à 15 020 en 2023. Et quelle serait la proportion là-dedans de permis fermés? Comment... En fait, ils disent que 23... C'est des statistiques pan-canadiens. Oui. 23 de tous les permis de travail délivrés étaient des permis fermés. 23 okay. C'est presque un quart. Oui. OK. Parce que les autres, dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, il y a des permis ouverts. Oui. Il y en existe. Oui. Donc, les gens qui ont bénéficié de ça sont beaucoup moins aux prises. Là. Ils pourraient changer d'emploi ou des choses comme ça. C'est par industrie, hein? Puis ce qui arrive, c'est que c'est souvent... Puis il faut comprendre qu'au niveau économique, les régions, comme le Nouveau-Brunswick en particulier, on a beaucoup de travail saisonnier. Et ça fait que ça, c'est avantageux pour les employeurs qui ont des services et des produits que l'exploitation demande une augmentation de main-d'œuvre pour une partie de l'année. Eux, c'est très avantageux parce que le dollar canadien,
la devise, la différence de devise fait que pour un Jamaïcain ou un Filipino qui ont des familles à l'étranger, dans leur pays d'origine, c'est avantageux de venir travailler dans un shop à poisson pendant 4 mois, 5 mois de l'année, là. Puis avec le 4 mois, 5 mois de revenus, ils peuvent faire vivre leur famille pendant 1 an dans leur pays. Et pour ça, c'est avantageux parce que nous, on obtient une main-d'œuvre qui sont vaillants, qui veulent travailler et qui veulent même faire du surtemps parce que eux, c'est avantageux. Et nous, ben, on gagne parce qu'on les paye vraiment pas cher. Puis là, en plus, si les conditions sont pas adéquates ou inacceptables, ces gens-là voudront pas en parler. Ils voudront pas non plus quitter leur emploi parce que ça peut les faire retourner dans leur pays, comme tu disais. C'est une des choses que l'Amnesty International, les Nations unies ont dénoncé. Les travailleurs, parce qu'ils sont barrés dans une relation employeur-employé et qu'ils ne peuvent pas sortir de ça, c'est de l'abus. Ça promouvoit une forme d'exploitation c'est comme une forme d'esclavage contemporaine. Ils ne vont pas se plaindre. Ils risquent de perdre leur emploi. Oui. Il y a une chose que tu viens de mentionner par rapport à la question des salaires. La loi du Nouveau-Brunswick doit s'appliquer par rapport au salaire minimum, donc peu importe d'où ils viennent, mais que la loi ne s'applique pas. Oui, en fait, ils sont payés salaire minimum. Et souvent, parce que j'ai parlé avec quelques Jamaïcains, j'ai fait mon étude, ils veulent faire du surtemps. Ça fait qu'ils vont travailler 70, 80 heures par an. Ça leur permet de faire un peu de temps et demi. Oui, c'est ça, ça leur fait du temps et demi. La seule chose, c'est que ça va mal lorsque ton employeur aussi t'héberge. C'est-à-dire, il y a eu un exemple, que ça fait des années passées, là, ça doit faire comme 5-6 ans passés minimum. Un monsieur qui a une shop à poisson réussit à s'acheter un motel qui était tout délabré pour mettre ses employeurs migrants qui sont sur des visas de travail fermés dans le motel. Et leur loyer que l'employeur leur chargeait, fait qu'ils payent salaire minimum puis du temps et demi lorsqu'ils font du surtemps, mais leur loyer que leur employeur leur charge prend le 2/3 de leur salaire. Ah non, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit plus qu'un tiers. Justement. Il ne faudrait jamais que l'argent de notre revenu dans un mois nous permette pas, avec 1/3 du revenu, de payer le loyer. Ça prend des normes. C'est la base. Ça prend des normes et des standards, comme qu'on a un salaire minimum. Vous avez entièrement raison, mais ça prend toute une série de normes sur ça. Et pour ça, ben, on est rendu là. C'est un sujet de l'heure. Lorsqu'on parle qu'on a besoin d'avoir des employés étrangers, des gens qui nous viennent de l'extérieur, mais il y a comme une espèce de contradiction. On est obligé de faire venir du monde de l'extérieur pour travailler. Par contre, on a un paquet de monde qui sont au chômage. Alors, comment est-ce qu'on rallie ces deux choses, cette contradiction-là? Là? Alors, est-ce qu'on a du monde, il y a des jobs, puis en fait, quand je vais aller ailleurs, c'est que si, puis c'était le cas d'un bout de temps passé, dans le sud-est, si ce n'était pas des travailleurs étrangers, il y a bien des compagnies qui fermeraient les portes. Oui. Il n'y a plus personne qui veut travailler dans les shop à poisson. Ben les Acadiens, Irlandais, Écossais, ça pue, puis c'est dur, c'est hyper difficile. Okay. Les foyers de soins est un autre endroit, les foyers de soins privés. Êtes-vous allé dans les foyers de soins dernièrement, les foyers de soins privés? La démographie des employés, fait que ça, c'est infirmières préposées, concierges et ainsi de suite. C'est une démographie qui est en fait beaucoup d'immigrants. C'est un emploi pour eux et c'est eux qui prennent soin de nos aînés là, en ce moment. Beaucoup. Ça a explosé depuis les derniers 15 à 20 ans. Ça fait qu'il y a des emplois qui sont difficiles. Il n'y a personne qui veut changer des couches. Vous comprenez? Puis laver les aînés. Donc, ils prennent des emplois où il y a de moins en moins de gens d'ici qui appliquent. Là, où on a un manque de main-d'œuvre dans certains emplois spécifiques. Et puis là, ben, les nouveaux arrivants comblent ces emplois-là. Hein. Oui. Ben, c'est un petit peu que c'est ça. À un moment donné, lorsque tu as du monde qui devrait être disponible dans nos régions, lorsqu'on regarde les taux de chômage, et lorsque tu es obligé de faire venir des gens de l'extérieur pour remplir des jobs, il y a quelque chose... Dans ma tête, il y a quelque chose qui va pas là.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on a assez de monde? Moi, j'y connais assez de monde, mais est-ce qu'ils veulent travailler? C'est une autre question. Mais en fait, la réalité, c'est que, puis on est la population, au Nouveau-Brunswick, c'est la province la plus vieille au pays. Il faut s'entendre là-dessus. Ça fait qu'on a beaucoup de baby boomers là, qui viennent de traverser, passer l'âge de 65 et 70. Et c'est des jobs qui sont quand même demandantes. Oui, mais tu pourras continuer, oui. Paris. On va juste prendre un appel. OK. Parle, jase, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Oui, je voulais juste mettre un point sur I, là, right now. Oui. Tu parles des immigrants, puis tu parles du monde de politique, là, que la moitié t'a insulté, qu'on était tous bonnes, je parle dessus, vous ne voulez pas travailler. J'ai juste à dire, le monde qui va travailler dans les shops ou le monde qui va travailler dans des homes de vieux, des enfants de même, si au Nouveau-Brunswick, tu ne les payes pas, ils n'en ont pas y aller. Ils ne pourront pas aller là, travailler sur des salaires minimum. Mm-hmm. Ils ne pourront pas travailler, afforder demain. Enfin, les immigrants, good for them, parce qu'ils peuvent. Parce que leurs argent vaut plus que les autres. Donc, quand ça arrive à ce temps-là, c'est une solution que le gouvernement a trouvée, ça. C'est vraiment pas beau. Après ça, vous disiez, je dis pas vous, mais ils disent qu'on était une bonne part de ceux. Essaye de vivre chez minimum wage, ça c'est ton ici de ta vie, c'est Ah, vous avez tout à fait raison. Payer le monde, un bon salaire, puis le monde est là. Je dis pas qu'il n'y a pas des belles portes dans le panier, là. Non, c'est tellement vrai. Merci, monsieur, parce que c'est ça. Vous avez le cœur. Mm. Oui, puis c'est ça, hein, parce qu'il y a des gens qui sont immigrants, qui ont leur petit salaire minimum, mais qui envoient ça pour nourrir une famille de 4 personnes dans leur pays. Là. Eux, le salaire minimum fait un peu leur affaire, mais c'est vrai qu'ici, c'est pas vivable. Sur le salaire minimum, on est dessous le seuil de la pauvreté. Alors, ça explique vraiment bien des choses. Très pertinent, votre appel, monsieur. Puis c'est une question des droits humains, hein? Les conditions de travail, c'est la base des droits humains. Il faut qu'on soit capable de travailler, vivre, subvenir à nos besoins et dans des conditions de travail qui ne sont pas insalubres, qu'il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'exploitation. C'est des conditions de vie, c'est respecter la dignité humaine. Là. Puis, veut pas, il faut les apprécier, il faut leur dire merci. Tu sais, veut pas... Les Jamaïcains, par exemple, qui travaillent dans un shop à poissons, à Cap-Pelé, disons. Juste te donner un exemple. On a un réchauffement de la planète, on a des changements climatiques qui fait que les migrations des espèces marines, on est en train de voir des changements. En ce moment, on a des dindes sauvages qui sont en train de rentrer dans les Appalaches puis un peu partout. On voyait pas les dindes sauvages à cette zone ici, là. Ils ont monté du Connecticut puis du New Hampshire parce que le climat a changé. La même chose avec les poissons. Et ceux qui vivent proches de l'équateur, comme les Jamaïcains, qui ont des expertises sur la pêche, au lieu de juste les payer salaire minimum et sur temps, pour travailler 70-80 heures par semaine, ça serait peut-être le fun de leur demander ce qu'eux savent sur l'industrie de la pêche et de maximiser leur présence ici, puis de les apprécier, puis de leur dire merci. Merci d'être venus travailler ici. L'équilibre au niveau économique, ça va, mais aussi l'équilibre au niveau du partage, du savoir. Oui. Merci, Paris. Est-ce que vous êtes toujours là au téléphone? Oui, oui. Ça. Voulez-vous ajouter un dernier mot avant qu'on a aussi d'autres appels? C'est juste que madame avait dit tantôt d'affaire des extra hours, des 60 heures, 70 oui. heures. On se souvient pas longtemps passé, moi, que des extra hours, oui, tout le monde le faisait. Tout le monde le faisait parce qu'on était en train de faire le clim de STEM pour l'hiver. Par ici, c'est saisonnier. Puis ils faisaient la même affaire, exactement. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a le gouvernement. Donc, le gouvernement, moi, c'est là que ça sortait. Il y en a trop années d'un coup, puis le monde, ça, il va plus. Puis ils sont stock avec ça. Moi, j'ai peur, même dans les shops, que j'ai bien à dire dans les shops, parce que j'ai un jeu, moi, puis j'ai bien à dire que notre argent qu'on a pour le moment va aller sur, s'il y a une solution de prendre de l'argent sur notre moment pour payer ce monde-là. C'est ça que j'ai donc le bout de nous autres du tout. Ben, je dis juste, ça, c'est mon opinion. But, à la fin, le monde de par le site, c'est pas des bonnes de par le sud, le monde veut vivre. Mm-hmm. Puis vivre de service, c'est tout. Les shops, c'est dur. C'est la shop, c'est l'affaire la plus dure qu'il y a pas de fret. Tout qui passe. Puis à la fin, se faire dire, oh non. Oui, vous voulez pas travailler. Vous autres, on va trouver quelqu'un de travailler à votre place.
Non, vous avez bien raison. C'est important de le spécifier. Ça prend des salaires qui permettent de vivre là, pour faire des emplois en Mais plus aussi, qui sont difficiles. monsieur, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les normes puis les standards, ça s'applique à tout le monde. Hein? C'est pas juste aux travailleurs migrants. La raison pourquoi que les Acadiens, Irlandais, Écossais, Anglais ne veulent plus travailler dans ces industries-là, c'est que les conditions de travail sont difficiles. Fait que si on pouvait commencer à développer, faire des permis ouverts pour les migrants, les travailleurs migrants, mais aussi des inspections accrues et des protections des dénonciateurs. Ça fait que les gens qui dénoncent les conditions difficiles et qu'on trouve des solutions pour améliorer les conditions de travail pour tout le monde. Ça fait que ça aiderait. Fait que là, on pourrait avoir de quoi qui marche, là. Mais aussi, c'est avantageux au niveau économique, là. Ça fait que c'est une forme d'exploitation qu'il faut regarder de plus près, là. On revient vers vous pour un dernier mot. C'est ça. Ça va raison. Ça tiendra la province d'aller. Oui. C'est une solution. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour votre appel. Bonne journée. Parle Jean-Jazz, on vous écoute. Oui, mon nom, c'est Eugène Blanc, là. Oui. Puis moi, j'avais une bonne job. Je faisais de bel argent. Je travaillais sur des ponts. Il m'est arrivé une petite accident. C'est pas une petite accident, c'est une vieille accident. Puis j'ai pu travailler sur un foot de plastique. Puis moi, je vis avec 801 pièces par mois. Comme j'avais un truck, j'avais un car, je pouvais me... Puis là, j'ai une vieille four là, qui ne vaut plus rien. Puis il faut que je vive avec 801 pièces par mois. Extrêmement difficile, là. Comment vous arrivez à joindre les deux bouts? C'est Liban, mon ami. Si je pourrais travailler, j'aime de travailler. Il y a beaucoup de jobs que je peux pas faire parce que j'ai un collarbone cassé, puis j'ai paralysé l'autre bras. Ça, c'est un autre sujet pour une autre émission de Parle Jazz. Les structures d'emploi qui ne permettent pas aux personnes qui ont des formes d'invalidité de travailler. On n'a pas de jobs qui sont... Les structures, comme les employeurs, en fait, le business plan, la structure de l'entreprise ne permet pas de faire des jobs à temps partiel qui sont 2 heures par jour ou une demi-journée. Non, moi, je peux aller plus que ça. Oui, mais c'est des choses c'est des sujets de... Pas vous prenez pour ça. Un gros merci, là. Merci. Bonne journée. Mais c'est vrai. Ça fait qu'il y a des choses il y a des exemples, oui, mais... Quand j'entends ça, là, 808 $ par mois qu'il a dit. Oui. Il a réussi à vivre avec ce salaire-là. Je ne sais pas s'il vit ou s'il survit. Non, c'est de la survie. Mais c'est de la survie. Tu sais, à un moment donné, il faut que notre gouvernement, on va dire les nos, ou bien le fédéral et le provincial, mais ça, cette partie-ci, c'est provincial, réalise à quel point que l'argent qu'on donne pour une personne comme celle-là qui vient nous parler, ou est-ce qu'elle a une condition physique qui ne lui permet pas de travailler présentement. Comment est-ce qu'elle vit avec 808 $ par mois? Personne ne peut vivre avec 800 $ par mois. Il faut que tu sois ingénieux, il faut que tu sois brillant, il faut que tu trouves toutes sortes de solutions pour être capable de vivre. Et puis, je vais prendre un autre appel. Soyez patients sur la ligne. Je vais juste vous poser une question aussi que j'ai reçue par courriel. On a une question qui nous vient de M. Arsenault. Il dit, on voit beaucoup d'organisations qui poussent partout pour aider les travailleurs étrangers, se trouver du logement, emploi, études et bien d'autres. Je ne vois pas beaucoup d'organisations pour nos Autochtones. D'abord, pourquoi? Et pour les permis temporaires étrangers, comment flexible qu'il faut aller? Et il dit aussi, c'est une excuse pour les employeurs de ne pas augmenter les salaires, je pense. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à l'une ou l'autre de ces questions? Est-ce que tu peux répondre juste repose les 3 questions? Oui, parce que il dit, je vois beaucoup d'organisations pour nos Autochtones. D'abord, pourquoi? Et non pour... il dit, on voit beaucoup d'organisations qui poussent partout pour aider les travailleurs étrangers, trouver un logement, emploi, études, mais pas beaucoup pour les Autochtones. Il demandait pourquoi. Encore une fois, on va revenir au traité de paix et d'amitié, qu'on est dans une boîte coloniale anglaise et que le système de juridiction, de compétences, tout ce qui a trait au peuple autochtone, aux Premières Nations, est de juridiction fédérale au Canada. Donc, si vous voulez aller voir s'il y a des programmes
pour l'emploi. Puis l'emploi, c'est de juridiction provinciale pour tous les autres citoyens au Canada. Et ça cause des problèmes au niveau de comment est-ce qu'on fait pour faire des ententes avec les Premières Nations qui habitent souvent sur les réserves, mais de plus en plus, il y a une explosion et il y a de plus en plus d'Autochtones qui habitent hors réserve, de créer des programmes et des alliances et des amitiés au niveau d'emploi, c'est en train de se faire. Et il y a des exemples. Il y a une compagnie de construction, et c'est toutes des femmes, une compagnie de charpente et de construction, 4 femmes, acadiennes, irlandaises, écossaises et anglaises, ont créé un partenariat avec la réserve d'Elsibuktuk, de Burn Church, comme avant qu'on l'appelait, et elles forment des charpentiers, charpentières, je ne sais pas comment on dit en français, au féminin, mais ils sont en train de faire des partenariats pour, justement, aller chercher de la main-d'œuvre autochtone, Mi'kmaq. Okay. Et ça fait qu'il y en a, ça existe. Là. Il y en a, mais peut-être pas beaucoup. C'est en bourgeonnement, c'est en développement. Et on reviendra... Il y avait d'autres questions, par exemple. Oui, ben on reviendra à l'autre question sur le courriel, mais je vais prendre un appel tout d'abord. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, c'est moi? Oui. OK. J'ai une petite, on va dire pas question, mais une perplexité sur l'entente de comment ça marche. Il y a aujourd'hui plusieurs immigrants, comme vous disiez, qui travaillent pour les poissonneries et autres. Mais pour un autre, ils sont tout d'un coup du temps surplus, ou je ne sais pas comment ça marche, à travailler sur la construction. Puis, il y a une chose que je me demande, que si c'est permis ou si c'est un abus de la part des contracteurs ou des employeurs, que compagnie X engage 2 monsieur ou 3 monsieur, puis ils travaillent dans, on va dire, une usine ou même pour une compagnie de construction. Mais il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui bâtissent aujourd'hui des blocs d'appartements. C'est un peu partout. Ça pousse comme des petites fourmis. Ils passent leurs employés à un 3e tiers ou un 4e tiers. Puis entre eux, ils s'arrangent, qu'ils payent, je sais pas comment, les gages ou qu'ils sont pas payés du tout sur papier, mais qu'en réalité, ils travaillent sur des jobs un peu partout. Comment ça marche, ce principe-là? En fait, ça serait intéressant de voir, mais encore là, c'est peut-être un manque de standard parce que je suis certaine que là, si tu es sur un visa de travail fermé et que tu es embarré sur une relation employeur-employé avec un employeur, ça se fait en dessous de la table. Ça fait que ce que vous êtes en train de parler, c'est qu'ils vont, mais c'est peut-être au niveau de la structure encore, il faudrait voir si c'est permis en vertu du visa de travail, qu'ils peuvent se partager l'employé sur 3 ou 4. C'est peut-être une corporation et que l'employé travaille sur la même employeur, mais c'est un organisme, une corporation parapluie, par exemple. Il y a plein d'options, là, mais ça se peut que ça soit fait en tour de la table. Et ça, encore une fois, je peux pas dire sans voir un dossier comme tel, mais ça se peut que ça se fasse. Puis, trouvez-vous ça injuste? C'est ça la question. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste et que ça cause un petit peu de compétition injuste, que ça se passerait comme ça? C'est ça la question que je me demande. Même chose pour moi, sauf que oui, c'est injuste si que les gens qui sont les entrepreneurs, qui sont les individus qui connaissent bien le système, qui prennent avantage de la surplus ou le gouvernement fédéral subventionne les gages ou ce qui demeure, ou que c'est tout mêlé, que c'est une partie de leur gage, comme vous disiez. C'est ça qui me perplexe. C'est tout un métier, si tu veux, ou un entourage de nouvelles économies qui donne rien au pays ou sur nos taxes ou pour les impositions qu'on a sur la province ou que ça soit fédéral également. C'est pour moi un énorme load sur le système économique. Merci. Ça fait que là, vous êtes en train d'appuyer les recommandations
du rapport d'Amnesty International et celui des Nations Unies, branche des droits de la personne, sur le fait qu'on a besoin de normes, une étude approfondie sur le sujet et de développer des normes par rapport à tous les sujets que vous venez de discuter là, en ce moment. C'est certain. Puis moi, j'ai 2 exemples à donner. Ça fait quoi? Est-ce qu'il y a d'autres gens sur les lignes? Parce que moi, j'ai 2 exemples concrets. Oh, ben on doit aller à une petite pause avant. Est-ce que vous voulez aller pour un dernier mot au téléphone? Non, c'est excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Passez une très belle journée. C'est Parle Jazz qui se poursuit. Bon mercredi. Aujourd'hui, Roger Doiron, Paris Sudite sont avec nous. On parle beaucoup du programme de travailleurs étrangers et de tout ce que ça a pu causer comme abus, comme problème dans la société. Et d'ailleurs, il y a des journées nationales d'action pour le droit des travailleurs migrants 2025 qui sont survenues à un moment crucial avec des dirigeants politiques d'un peu partout. Premier ministre de la Colombie-Britannique, chef de l'opposition fédérale Pierre Poilievre qui ont réclamé l'abolition de ces permis de travailleurs étrangers temporaires suite justement à tout ce qu'on sait qu'il peut y avoir comme abus. Et puis, pour les droits de la personne, on veut baser vraiment la suite sur les droits de la personne. Et il y a une belle initiative qui a été lancée sur la colline du Parlement, une action symbolique. Les travailleurs migrants étaient là, avec leurs alliés, se sont entourés d'une chaîne qui symbolisait le fait d'être pris dans ces permis de travail, comme tu disais, permis fermés. Paris. Alors, en brisant la chaîne symbolique, les participants envoyaient un message clair que le gouvernement doit protéger la dignité, la sécurité de tous les travailleurs, respecter les droits de chacun, de pouvoir aussi changer d'emploi. Changer d'employeur, oui. Oui, exactement. Et aussi avoir la possibilité que ces permis de visa de travail fermés ou ouverts leur permettent d'évoluer à une résidence permanente et possiblement aspirer à devenir citoyen canadien. Et c'est là qu'il y a des blocages, parce que si c'est un visa de travail fermé, l'employeur n'a aucun intérêt à te donner ce que tu as besoin pour pouvoir évoluer à un citoyen canadien. Tu sais, t'es fermé avec un salaire minimum, presque. Ça fait que c'est assez alarmant. Puis, il faut que vous compreniez qu'au niveau économique, la province du Nouveau-Brunswick, on a beaucoup de travail saisonnier dans différents domaines de l'industrie, dans plusieurs secteurs, notamment en agriculture, en agroalimentaire, les soins de santé, les bâtiments. Il y a parlé de charpente et construction, l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est hyper important aussi pour le tourisme culturel et tourisme écologique et tout ça. Puis pour nous, c'est avantageux parce que ça nourrit notre besoin de main-d'œuvre. Ça fait que veut pas, c'est gagnant. Ça fait que ceux qui disent qu'il faut tirer ça à la porte, pour nous, au Nouveau-Brunswick, de ne pas avoir ce genre de programme-là, ça va nous faire mal. Ça ferait fermer des entreprises. Ça ferait fermer, oui, plusieurs entreprises. Oui. Ça fait que ce qu'il faut faire, c'est essayer de mettre des normes d'équité là-dedans, puis d'améliorer les conditions de travail pour ceux qui choisissent de venir au Canada et travailler. Roger? Oui, Paris a raison, parce qu'en fait, c'est pas le programme peut-être comme tel qui est le problème. C'est la façon que le programme est mis en place. La façon que les normes, de s'assurer que les normes soient respectées, que les travailleurs dans ces programmes-là soient respectés, qu'on s'assure qu'ils aient les conditions de travail pour lesquelles ils s'attendent d'avoir. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit là. Donc, il faut vraiment voir comment on peut s'assurer que les règles du jeu soient bien respectées. De dire, de prendre position à M. Poilievre, qu'est-ce qu'il propose en retour? Parce qu'on a besoin, dans bien des cas, de ces employés de l'extérieur parce qu'on n'a pas suffisamment de monde pour remplir les jobs à remplir. Oui, moi, ce que je comprends, il faudrait qu'il y ait le programme, mais pas de visa fermé. Justement. C'est l'histoire d'avoir des visas fermés là, qui cause vraiment le gros problème. Hein? Ça cause... Il veut abolir le programme. Abolir le programme, oui. Hey, mais avant que tu passes avec tes exemples, Paris, on a plusieurs questions qui nous arrivent par courriel. Et tout à l'heure, on n'avait pas terminé une des questions là, qui était pour les permis temporaires étrangers, comment flexible faut aller, qui demandait M. Arsenault. Et puis, il dit que selon lui, ce serait une excuse pour les employeurs de ne pas augmenter les salaires. En fait, c'est l'opportunité. Un permis de travail, un visa de travail fermé, l'employeur n'a aucune incitative à augmenter le salaire et à faire comme qu'on a pour tous les autres citoyens,
une augmentation du salaire en vertu de qu'est-ce que l'employé fournit aux produits financiers de l'entreprise. Ils peuvent les garder au salaire minimum, puis même salaire pour surtemps, tout le temps. Donc, tout le long du contrat. Notre auditeur a une lecture claire de la situation. Claire et nette. Exactement. C'est de l'exploitation pure. J'ai un autre courriel qui nous vient de Lynn Leblanc. Comment on fait pour avoir une job quand ils nous disent qu'ils ont des immigrants qui vont arriver pour la même job? Elle nous dit qu'elle a essayé d'avoir une job à un foyer qui cherche des employés et refusé parce que les immigrants ont été les premiers à avoir l'emploi. C'est des choses qu'on voit trop souvent ou qui arrivent? En fait, on a parlé tantôt quand on parlait du fait qu'on a bien du monde qui sont au chômage, puis ils veulent pas prendre la job. Et encore une fois, comment est-ce qu'on règle ça? C'est un équilibre. Puis ça, c'est des normes, c'est des politiques. C'est au niveau du développement des politiques pour le bien-être communautaire et comment est-ce qu'on joue avec le système économique pour s'assurer que tout le monde ait un emploi bien rémunéré puis des conditions de travail qui rencontrent nos besoins pour le bien-être. Est-ce que ça se peut des fois, par exemple, dans un cas comme celui-là? Parce que je sais qu'il y avait, même toi, tu restes dans le coin de Saint-Quentin, Paris. Oui. Puis je sais que là-bas aussi, il y avait beaucoup de gens dans la population qui s'étaient plaints que, puis je pense que ça peut arriver ici aussi, mais que les employeurs avaient des subventions, donc ça leur coûtait moins cher d'employer un employé étranger qui arrivait parce qu'une subvention payait une grande partie de son salaire et puis souvent, ça prenait la place de quelqu'un qui avait appliqué, quelqu'un de local, parce qu'il faudrait payer son salaire au complet. Là, ça, c'est un problème solide. Faut pas enlever des jobs faut non dénoncer, plus. Puis c'est au niveau de élire les bons qui vont regarder ces sujets-là. Puis il faut le débattre, puis il faut faire des changements de politique et encore une fois, ajuster les normes. Parce que veut pas, sans des discussions comme qu'on a là aujourd'hui, ouvrir le sujet parce que c'est un sujet de l'heure qui est chaud, d'en discuter, là, vous êtes en train de soulever toutes des inéquités. Oui. Et c'est important qu'on les soulève. J'aurais une petite question juste pour avoir ton avis là-dessus. Là. Si le gouvernement décide, par exemple, de donner une subvention à certains employeurs s'ils embauchent des nouveaux arrivants, donc la subvention, elle est bonne seulement si on embauche un nouvel arrivant, c'est quoi le but du gouvernement dans une manœuvre comme celle-ci? Le but, c'est d'encourager l'immigration, d'avoir de plus d'immigration parce qu'on en a besoin ou de combler le besoin de main-d'œuvre? Je pense pas, parce que si, par exemple, il y aurait de la main-d'œuvre locale, mais on donne une subvention pour seulement si on engage des nouveaux arrivants. Quel est le motif derrière? Il y en a plusieurs, ça. Il faudrait ouvrir la ligne parce que ceux-là qui s'y connaissent en diplomatie internationale pourraient peut-être aussi apporter des dimensions sur ce sujet-là. Mais aussi, c'est au niveau des corporations. Et souvent, on fait des alliances et des relations. On bâtit en fait, c'est de la diplomatie au niveau économique qui se passe. Okay. Ça fait que ça, il faut comprendre parce que veut pas, si on veut développer une certaine industrie et qu'on a une pénurie de main-d'œuvre parce qu'on a une population vieillissante, par exemple, là, on va aller investir. Mais il y a plein d'enjeux derrière qui peuvent embarquer dans les décisions sur les subventions. Et des fois, c'est équitable, des fois, c'est pas équitable. C'est ça, là. Ça fait qu'ouvrir le sujet pour que les gens puissent soulever les problèmes qu'ils ont observés, ça fait du bien. Ça fait que j'espère qu'on a des politiciens et des analystes de politique qui sont en train d'écouter l'émission. Le 506. Parce qu'en ce moment, il y a des sujets qui sont assez importants. S'il y a quelqu'un qui peut nous donner des spécifications, bien sûr, ça serait très apprécié. Le 506-532-0133. C'est parce que je me demandais, Paris, la personne qui nous a écrit, est-ce que ça se peut qu'elle s'est fait prendre la place par quelqu'un qui était un nouvel arrivant parce qu'on bénéficiait de subventions? Oui, puis ça arrive peut-être au niveau souvent. des foyers, ça peut arriver aussi, foyers de soins également. Dans toutes les industries. Okay. Il y a des subventions pour plusieurs raisons. Bien, restez bien branchés, ça se poursuit. Parle jase du mercredi. Vous écoutez Parle jase. On poursuit la couverture de notre sujet aujourd'hui. On parle beaucoup des permis des travailleurs étrangers et de tout ce qui en découle. Et puis, on va prendre un appel pour poursuivre. On a peut-être quelqu'un du gouvernement, mais on verra. Parle jase, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ça qui rend ça, là, c'est les votes puis l'argent. Oui, c'est serré up, là. Comme les shops à Campelé, le gouvernement fédéral a mis passer des millions
dans des shops privés pour que ça soit plus gros. Puis, ils sont obligés d'aller du homard de partout parce que ici, il y a rien que 2 pages, puis la deuxième page fait juste de finir. Puis pour les gages, puis ça, moi, je connaissais quelqu'un, un plein car qui drive à Capelé, passait un heure de drive, one way. Puis là, oui, que la pêche travaille, au commencement de la pêche, les bottes sont loadées, puis il y a beaucoup d'orage. Puis rendu à la fin de la pêche, les bottes n'ont pas grand-chose dedans, puis il n'y a pas grand orage. Ils ont rendu qu'ils mettaient comme 15 heures dans une pleine semaine, puis ils drivions 1 heure, 2 heures par jour pour se rendre à l'ouvrage. Puis quand c'est arrivé qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures, ils ont gardé les immigrants, puis ils ont laissé aller le monde de Paris. Oui. C'est toujours accablant d'entendre ça. Vous, ça vous a... La raison de l'immigration, là, beaucoup de ça, c'est pour chaîner les gages basses. Oui, je pense aussi... Si il n'y avait pas d'immigration, puis tu donnerais un home, soit que tu fermes ton home, ou que tu laisses aller des lits, ou que tu payes ton monde de service. Puis, moi, je m'en rappelle dans le vieux temps, là. Hey, le monde grattait pour faire leur vie par ici, là. Les stamps, là, il y avait du monde qui ne pouvait pas faire les stamps, puis ça prenait 8 semaines d'ouvrage. Puis, il y avait du monde, je connaissais, des pêcheurs, puis ça, là, ils ne pouvaient pas faire dans le temps de la pêche, il fallait que tu prennes ton homard pour faire un stamp. Un stamp pour le chômage? Oui. Puis si tu prenais comme, je sais pas moi, ça allait ton argent, là, ça prenait 2 semaines pour faire un stamp. Puis ensuite, ils faisaient des projets l'automne à travers le gouvernement, couper et vendre sur le bord du chemin. Puis si quelqu'un avait besoin de 2 stamps, ils gardaient pour 2 semaines, puis après ça, ils étaient réoffrés, puis un autre rentrait quand il avait besoin de 2-3 semaines, puis c'était juste, puis ça prenait 8 semaines de ce temps-là. Puis c'était comme, si tu rentres, moi j'ai passé du temps au ouest, si tu rentres un immigrant, il faut qu'il fasse de quoi. Puis là, je connaissais quelqu'un, il a été voir un job de drywall, il voulait avoir 28 piastres de l'heure, un gars de Palicette. Le boss, lui, quand il a engagé, il a dit les gages étaient en train de baisser. Là. Il a dit si je voudrais, là, je pourrais engager 2 Mexicains pour le même prix que toi. Parce qu'il y avait 2 Mexicains qui étaient willing de travailler à 14 piastres l'heure sur le drywall, puis un professionnel de 28 piastres l'heure. So anyway, c'est de la compétition. Moi, j'ai vu sur des jobs des immigrants qui ne pouvaient pas parler anglais ni français. Puis ils restaient sur un autre Mexicain. C'était un Mexicain, ce coup-là. Puis comme le gars qui était sur le job, là, à la fin de la semaine, je me demande comment de l'argent qu'il avait eu dans sa poche. C'est fait pour baisser le prix des gages. Ça, c'est le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial quand ils s'involvent directement, là. Usually, c'est loin après le fait, puis la raison pour n'est pas nécessairement la raison qu'on a dit. Comme les shops à Capelé, là, si ils payent rien de service, je sais que les gages vont monter dernièrement. S'ils payent rien de service, il pourrait y avoir du monde. Il y a ces affaires-là qui ont été faites trop gros. Parce que là, il faut que tu drives de trop loin pour voir ton monde. Tandis que dans le vieux temps, là, il y avait une shop à Cocon, une shop à Casey, puis il y avait eu des shops à montant partout. Il y en avait une à le Chibouctou Village, puis une à Cap de Chibouctou, une à Boctouche. Ça, c'est tout fermé, ça. Puis là, ça a fait beaucoup moins d'emplois, mais je trouve ça tellement intéressant ce que vous avez dit, parce qu'on parlait beaucoup de l'abus qui peut être fait des employeurs envers des travailleurs migrants. Puis là, vous ramenez ça parce que ça ouvre la porte aussi à certains employeurs d'abuser de travailleurs locaux en comparant les prix avec combien ils pourraient payer moins cher. C'est une forme pyramidale d'économie qui fait ça. On veut produire au moins cher possible. Sur tout le temps, les employeurs, ils veulent produire avec
le moins de coûts possible. La course au Fait que profit. s'ils peuvent payer leurs employés salaire minimum, ils vont le faire. Ça fait qu'on a une forme de compétition entre employés qui se fait en ce moment avec les employés locaux et les employés migrants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que ça soit réglé, là. Il faut que ça soit réglé. Il faut trouver des solutions là-dessus. Absolument. Oui. Hey, on a d'autres appels. Est-ce que vous voulez lancer un dernier mot? Merci, monsieur. C'est supply and demand, mais ça qui arrive, c'est quand ils rangeront les immigrants, puis ils rangeront, ça flotte le market de travailleurs, puis ça tient les gages basses. Oui. Anyway, je vais vous laisser aller, merci. Puis c'est pas la direction où on devrait aller, hein? Hey, merci beaucoup. Bonne journée. On devrait payer Parle, nos jase. employés Oui, pour le service qu'ils offrent, valeur. On vous écoute. Parle, jase, on vous écoute? Oui. Oui. Moi, j'ai travaillé d'une shop à poissons. Ça fait juste un an passé. J'avais 67 ans. Puis, les Canadiens, on se faisait dire, si on n'aimait pas ce qu'on voyait, que la porte était là, prendre la porte. Si vous aimiez pas ce que vous voyez, Si par on exemple, les n'aimait pas conditions de travail? Ce qu'on voyait, ils juraient à nous autres, puis ils nous disaient, la porte est là, prenez la porte si vous n'aimez pas ça. Si vous aimez pas les conditions de travail, par exemple, ou ce que vous voyez à l'intérieur de l'entreprise? Et vous avez Oui. 67 ans, vous êtes 2 ans passé l'âge de la retraite et vous travaillez encore dans les shops à poissons. Ben, elle l'a fait Ouais. récemment. Et ça, Claudie. c'est une réalité. Il faut vraiment qu'on se penche sur le fait que notre économie est en train est défaillante en ce moment-là. Puis On va dans c'était- l'inverse, là. Oui, puis c'était tous les immigrants qui étaient en charge, c'est tous ceux qui étaient en charge, puis criaient à nous autres, puis juraient à nous autres. Oh. Ça, je l'ai vu en masse. Des situations qui arrivent. Trop souvent, Oui. on n'aime jamais ça. Il y a beaucoup d'affaires de cachées parce qu'ils prennent leur part puis ils veulent rien savoir des Canadiens. On n'est plus chez nous. Merci de partager parce que ça rouvre justement le sujet qui est, c'est la plaie, là, sur ce sujet-ci. Allez voir comment il y a de Canadiens en charge dans les shops maintenant. Il n'y en a pas. Ça a été beaucoup remplacé par les emplois de nouveaux arrivants, vous me dites? Oui, c'est ça que c'est. Mais c'est très important de mentionner, par contre, que autant du côté des nouveaux arrivants que des gens locaux, ce que ça prend, c'est vraiment un respect des droits de la personne. Oui. Ça va vraiment être important aussi de Puis des respecter. conditions de travail équitables. Parce que comme ça, on a parlé beaucoup aujourd'hui des permis de travailleurs là, fermés qui causaient des abus incroyables, épouvantables dans certaines situations. Donc, il faudrait vraiment avoir le meilleur des deux mondes, mais c'est du travail qui reste à faire énormément, hein, on le voit. On les a besoin. Ben, nous autres aussi, on est chez nous. Exact. Oui. C'est vrai. Merci, madame. Si le gouvernement, là, l'argent qu'il paye pour les amener ici, montrait les salaires aux Canadiens, ils iraient travailler. Ça, c'est vrai aussi. Ils prennent tout cet argent-là, ils donnent je ne sais pas combien d'argent pour les amener ici, les dépenses, ça, ben, ils ne peuvent pas aider aux Canadiens. Puis j'espère que vous n'aurez pas à travailler jusqu'à 75 ans. Non, pour j'ai fini. combler vos Elle dit besoins. qu'elle a fini, ouais. C'est la réalité dans une province pauvre. C'est triste, Et mais c'est bravo pas bon. pour votre courage quand même là, de Merci. mettre l'œuvre à... Merci beaucoup pour votre appel. Rien du tout. Bonjour. Bonne journée. Merci. Oui, Roger, je sais que tu avais quelque chose à mentionner. On approche la fin de l'émission. C'est Oui, à toi. j'aimerais qu'on puisse qu'on puisse inviter quelqu'un du ministère de l'Emploi, du Travail, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, et le ministère du Développement social. Puis ils s'occupent des foyers de soins, puis ce genre de service-là. Pour moi, ça serait intéressant puis important qu'on puisse avoir vraiment l'information des représentants de ces ministères-là pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que j'entends des commentaires qui, moi, ça me dérange parce qu'en fait, compte, on abuse des personnes qui travaillent souvent et on ne respecte pas leurs droits fondamentaux au niveau du travail. Donc, ça serait pour moi intéressant, peut-être que pour les autres qui nous écoutent, d'avoir quelqu'un vraiment de ces deux ministères-là. Le développement social, puis je ne suis pas sûr si c'est le ministère de l'Emploi ou qu'est-ce qu'ils sont en nom exact, là, mais pour avoir des réponses aux questions et aux commentaires qui se font. Est-ce que c'est jusqu'où on est rendu avec la question des subventions que les compagnies reçoivent? C'est quoi les conditions d'emploi dans les foyers de soins par rapport au salaire minimum, aux conditions de travail, ces choses-là? Donc, d'avoir quelqu'un qui puisse nous dire vraiment c'est quoi la situation,
parce que je pense qu'il y a beaucoup de questionnements qui se font à l'heure actuelle et qu'on n'a pas nécessairement... Moi, je n'ai pas les réponses à ce genre de questions-là, mais quelqu'un de ces deux ministères-là, au moins, puisse nous donner leur juste... Oui, on va faire des invitations. C'est pas d'hier, là. C'est les Nations unies, les commissions des droits de personnes et Amnesty International, ça fait au moins depuis la fin des années 2015 à 2020 qui s'en sont penchés sur le sujet. Ça fait que ça, c'est pas récent, là. Ça fait déjà au moins 10 ans que c'est un sujet de l'heure. Et nous, ça explose. On est en pleine croissance au niveau des nouveaux migrants qui viennent faire du travail saisonnier dans notre région. Et ça veut dire qu'il faut vraiment se pencher sur le sujet et trouver des façons de régler les problèmes. Fait que j'avais un exemple que je voulais au niveau agriculture. Oui. Récemment, j'ai une amie qui a un ami qui travaille sur une ferme ici au Nouveau-Brunswick, dans le sud-est de la province. Et l'employeur n'avait pas de véhicule, fait qu'elle fournit l'hébergement. Fait que tous ces employés migrants habitent dans un endroit qu'elle a pour eux. Ils n'ont pas de véhicule. Et il y a juste une épicerie à 100 km à la ronde. Et pour se rendre à l'épicerie, ils ne peuvent pas y aller à pied. La ferme est très loin de l'épicerie. Et elle n'a pas de véhicule pour les apporter faire l'épicerie. Ça fait qu'eux, ils se retrouvent à être obligés soit de marcher ou payer un taxi pour se rendre. Et il y a un taxi dans le village. C'est des situations qui sont un peu injustes. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté 2 vélos, des bicycles à pédales. Et devinez quoi? Ils doivent louer le bicycle à pédales. On ne les met pas à leur disposition. Elle ne les met pas gratuitement à leur disposition. Il y a 2 bicycles à pédales pour des besoins essentiels d'aller faire l'épicerie. Ça fait comment est-ce qu'on peut, nous, Acadiens, Acadiennes, Irlandais, Écossais, Anglais, les gens d'ici, du terroir, à épauler ces travailleurs-là puis dire, écoutez, là, madame, achetez donc une vanne ou achetez un véhicule puis mettez-le à la disposition ou amenez-les faire l'épicerie au moins 2 fois par semaine. Ça n'a pas de bon sens, ce site-là. C'est un manquement et c'est un peu égocentrique au niveau économique. C'est pas... Fait que là, on doit parler de sujets que sur le terroir, il faut avoir du gros bon sens puis une façon de vivre. On peut comprendre que les employeurs veulent joindre les deux bouts aussi, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça soit au détriment des droits de la personne, justement, du gros bon sens et de la dignité. Oui. C'est très important. Oui. Eh bien, sur ce, l'émission se termine déjà aujourd'hui. Un immense merci, Paris, pour tous ces renseignements et d'avoir couvert avec nous le programme des travailleurs étrangers. On va en apprendre plus, c'est sûr. On tentera, Roger, à ta demande aussi, d'inviter des gens des ministères pour peut-être éclaircir certaines choses. On avait fait des petites recherches tout à l'heure là, pendant une pause parce qu'il y avait une question que je me demandais, mais pourquoi le gouvernement, une des raisons pour laquelle, par exemple, on encourage de donner des subventions aux nouveaux arrivants pour les employeurs, et une des réponses qu'on a trouvées, il y a le vieillissement de la population. Quand on sent qu'on n'aura pas la main-d'œuvre locale. Combler le manque de main-d'œuvre était 1, vieillissement de la population était 2, stimuler l'économie et l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on a fait dans le nord de la province beaucoup, parce qu'on a des villages qui vont devenir des villages fantômes, à moins qu'on stimule les industries qui sont dans le domaine. On a fermé des usines, des mines. Et comme le disait une des auditrices qui a appelé, on a beaucoup de nouveaux arrivants qui ont pris les commandes aussi de certaines entreprises qui sont maintenant les contremaîtres, les ci, les ça, qui travaillent. Alors oui, ça pour revigorer l'économie, ça a été une des raisons. Puis raison humanitaire et inclusion. Et je dois dire merci aux nouveaux immigrants qui viennent enrichir nos communautés avec leur culture et leur savoir, parce qu'on grandit tous des avoirs parmi nous. Ça fait que ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, qu'on peut chialer qu'ils prennent nos jobs, mais ce qu'ils nous enseignent aussi, on a à apprendre aussi d'eux. Hein? C'est hyper important. On grandit tous quand on est diversifié. Et puis, merci beaucoup, Paris. Merci, Roger.
aussi pour ta présence aujourd'hui à l'émission. Et en quittant, je voudrais peut-être que tu rappelles, il y a un dîner qui est très important pour les gens qui voudraient participer pour le Guerrier Ours Blanc. Jeudi, le 30 octobre, on va fermer le mois du traité de paix et d'amitié 2025 avec un rassemblement Mi'kmaq, Acadiens, Irlandais, Écossais, Anglais et nouveaux immigrants à Shediac, au centre multifonctionnel, qui va avoir lieu sur l'heure du midi.